Dans son livre vraiment fascinant, le physicien Steven Weinberg pose une question qui peut paraître un peu étrange aujourd'hui. Comment est-ce qu'on a appris à faire de la science? Parce que non, ça n'a jamais été une évidence. C'est l'histoire une quête longue et difficile qui a duré des siècles pour comprendre non pas ce que l'on sait, mais comment on a fini par le savoir. La grande question qui va nous guider, c'est celle-ci. Pourquoi a-t-il fallu plus de 2000 ans à l'humanité pour enfin mettre au point une méthode fiable pour comprendre le monde qui nous entoure? C'est un peu un mystère et c'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, notre voyage commence, comme souvent, dans la Grèce antique. Les philosophes grecs, ce sont les premiers à avoir posé les bonnes questions, des questions fondamentales sur la nature de l'univers, mais comme on va le voir, leurs méthodes pour y répondre, elles étaient radicalement différentes des nôtres. Prenez Platon par exemple et sa théorie de la matière. C'est une idée d'une élégance folle. Il s'imaginait que les 4 éléments, le feu, l'air, l'eau, la terre, étaient faits de particules qui avaient la forme de solides parfaits. Le feu, piquant, c'était un tétraèdre. La terre, bien stable, un cube. C'est magnifique, c'est une sorte de poésie géométrique. Mais ça sortait entièrement de sa tête. Il n'y avait aucune base expérimentale, zéro. Et c'est là que Weinberg met le doigt sur quelque chose de crucial avec cette citation. Il nous dit en gros que Platon ne pouvait pas sérieusement penser qu'il savait vraiment de quoi il parlait. Et ça illustre parfaitement l'approche grecque. C'était une quête philosophique, une recherche de beauté et de logique, mais ce n'était pas encore de la science. Pourquoi? Parce qu'il manquait l'essentiel, la vérification, la preuve. Et là, on voit vraiment le fossé. D'un côté, l'approche grecque. On part de grands principes abstraits, de ce qui semble beau et logique, et on en déduit comment le monde devrait être. De l'autre, la méthode scientifique moderne, qui fait tout l'inverse. On commence par observer, par mesurer, et on exige des preuves, des résultats qu'on peut tester. C'est ce changement total de perspective qui a mis un temps fou à s'imposer. Alors, une question se pose. Comment ce savoir grec, même s'il était imparfait, a-t-il pu nous parvenir ? Il faut savoir qu'il a bien failli disparaître complètement en Europe. Son sauvetage et son évolution, c'est le résultat d'une transmission absolument extraordinaire à travers les âges et les cultures. Cette chronologie, c'est un peu le récit d'un passage de flambeau intellectuel. Imaginez, les textes naissent à Athènes et à Alexandrie. Des siècles plus tard, ils sont précieusement traduits en arabe à Bagdad, pendant un véritable âge d'or. Et encore des siècles après, ces mêmes trésors sont retraduits, cette fois de l'arabe et du grec vers le latin, et ils viennent rallumer la flamme du savoir en Europe. C'est une histoire incroyable. Et attention, il ne s'agissait pas juste de conserver des vieux livres. Les savants du monde islamique ont fait des avancées majeures. Ils ont révolutionné l'optique, ils ont développé l'algèbre, ils ont carrément posé les bases de la chimie expérimentale, et ils ont perfectionné les mesures astronomiques. Ils ont même osé remettre en question les grandes autorités de l'Antiquité. Ils ont été un maillon absolument essentiel. Mais voilà, quand ce savoir enrichi revient en Europe, tout ne se passe pas comme prévu. Il se heurte à un nouvel obstacle, un obstacle de taille et très rigide, le dogme religieux. Cette citation du penseur Al-Ghazali, elle résume parfaitement la tension de l'époque. La science s'était vue comme quelque chose de puissant, oui, mais aussi de potentiellement dangereux. La grande crainte, c'était que ces explications purement naturelles du monde, qu'elles finissent par ébranler les fondements même de la foi. Et ce conflit a atteint un sommet en 1277. L'évêque de Paris a officiellement condamné 219 idées scientifiques et philosophiques. Le plus ironique dans tout ça, c'est que beaucoup de ces idées venaient d'Aristote, le philosophe que l'Église essayait justement d'intégrer à sa propre théologie. C'était un coup d'arrêt brutal à la liberté de penser. Mais c'est souvent dans ces moments de grande tension que les choses basculent. Et c'est exactement ce qui va se passer. Une nouvelle méthode, une toute nouvelle façon de voir le monde, était sur le point de naître. C'est le début de la révolution scientifique. Juste un petit rappel, pour être sûr, l'ancienne méthode, celle d'Aristote, c'était quoi? On partait d'un grand principe philosophique, et à partir de là, on déduisait comment le monde devait logiquement fonctionner. Et là, arrive Galilée. Et lui, il inverse tout. Fini les grands principes. On commence par quoi? Par une expérience, par quelque chose de concret. Pour lui, l'observation et l'expérimentation sont reines, bien avant la pure logique. C'est une révolution, une vraie. Et les résultats, ils sont juste spectaculaires. Galilée pointe sa lunette vers le ciel et il découvre un univers que personne n'avait jamais imaginé. Des montagnes sur la Lune? C'était impensable. 4 lunes qui tournent autour de Jupiter et pas de la Terre. Les phases de Vénus. Chacune de ces observations était une torpille qui coulait les vieilles certitudes. Le point culminant de toute cette révolution, son apogée, est incarné par un seul homme, Isaac Newton.
C'est lui qui va prendre toutes ces nouvelles méthodes et les assembler en un système d'une puissance et d'une cohérence jamais vues. Au cœur de son travail, il y a bien sûr la théorie de la gravitation universelle. Il faut se rendre compte de l'audace de l'idée. La même force qui fait tomber une pomme d'un arbre est celle qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre. Pour la toute première fois de l'histoire, une seule et même loi mathématique unifiait ce qui se passait sur Terre et ce qui se passait dans les cieux. Et cette réussite incroyable, ça a donné naissance à une toute nouvelle vision du monde, le réductionnisme. C'est l'idée que tous les phénomènes, absolument tous, de la chute d'une pierre à la complexité de la vie, peuvent au final être expliqués par les lois fondamentales de la physique. Le monde est devenu, en principe, une sorte de gigantesque mécanisme d'horlogerie entièrement explicable. Cette méthode nous a donc donné un pouvoir incroyable, celui d'expliquer le monde. Mais ça nous laisse avec une question vertigineuse. Cette explication, est-ce qu'elle a des limites? Des choses comme la distance exacte de la Terre au Soleil, ou même l'apparition de la vie, ne peuvent pas être déduites des lois fondamentales toutes seules. Elles dépendent aussi d'accidents, de hasards cosmiques. Alors, la science pourra-t-elle un jour vraiment tout expliquer? Ou est-ce que notre quête de sens se heurtera toujours à un mur d'incertitude?